Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, le monde ne nous attend pas. Il n'attend pas la France. Il ne vit pas au rythme de cet hémicycle qui parfois semble perdre l'essentiel de vue, les Françaises et les Français, et nos intérêts stratégiques et vitaux, et s'enlise au mieux dans des querelles stériles ou au pire dans des affrontements brutaux. Non, le monde vit au rythme d'un nouvel impérialisme qui conquiert, qui agresse, qui prend tour à tour et parfois simultanément le visage de violation de l'intégrité et de la souveraineté des États, ou celui de conquêtes patiemment construites, faisant par exemple de l'énergie ou de l'alimentation les nouvelles armes de la domination, ou exigeant le chacun pour soi en philosophie de rapport entre nations ou entre les peuples. Le monde vit aussi au rythme d'un vieil allié, les États-Unis, qui, sous l'impulsion de Donald Trump, se préparent à des guerres monétaires et commerciales, menées sans aucun scrupule, et alors qu'ils sont nos alliés, à des ingérences dans nos vies démocratiques, permises par la domination sans partage de ces multinationales mises au service d'un projet politique. D'une administration qui, nous l'avons encore vu cette nuit, choisit la loi du plus fort et s'affranchit de toutes les règles communes et du plus élémentaire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le monde vit aussi au rythme de mutations technologiques qui dessinent à toute vitesse les contours d'un nouveau rapport au travail, à la productivité, à la compétitivité ou à la connaissance. Je pense à l'intelligence artificielle, qui est à la fois une promesse extraordinaire, parfois vertigineuse, et qui sera sans nul doute un enjeu de pouvoir entre puissances mondiales. Le monde vit aussi au rythme d'un dérèglement climatique qui, devenant hors de tout contrôle, menace pour la première fois dans notre histoire humaine l'équilibre si fragile de la vie sur Terre et fait émerger de nouveaux risques migratoires, corollaires des déséquilibres économiques et sociaux qu'il va engendrer. Et donc, ces derniers mois, le monde n'a pas vécu au rythme d'une nation qui n'a pas pu et qui n'avait pas su jusqu'alors se doter d'un budget. Alors même qu'il s'agit d'un acte fondamental de souveraineté, alors même qu'il s'agit de la pierre angulaire de sa vie en commun, alors même qu'il s'agit de l'expression de ses priorités pour l'avenir. Notre pays s'apprête à se doter d'un budget si la motion de censure dont nous débattons est rejetée, comme nous le souhaitons au groupe démocrate, et comme peuvent le souhaiter en leur fort intérieur toutes celles et ceux qui, sans renoncer à ce qu'ils sont, ont fait le choix d'être à la hauteur du moment. Au fond, celles et ceux qui aujourd'hui veulent priver la France d'un budget ont en réalité une autre intention, celle de priver notre pays d'une discrète révolution concrète, tangible, plus utile au quotidien des Françaises et des Français que les rêves du grand soir qui ne viennent jamais, la révolution du compromis, le chemin plus que jamais nécessaire dans une assemblée sans vainqueur. Car dans notre pays, dans notre démocratie, la vraie révolution ne réside pas dans la conflictualité permanente, les jeux de posture, l'esprit de coterie dont nous avons tant l'habitude, mais dans une éthique du dialogue, de la conciliation et dans l'expression pleine et raisonnable du pluralisme. Il s'agit de ce que porte en tout premier lieu ce budget, une idée et une pratique renouvelée de la démocratie. Car si ce budget n'est celui de personne, il n'est pas pour autant orphelin. Et il ne vient pas de nulle part. Il est l'œuvre du dialogue, d'abord entre le gouvernement et le Parlement, que je veux saluer, et entre l'ensemble des forces parlementaires qui assument de permettre le vote d'une loi de finances qui ne peut pleinement traduire ce qu'ils défendaient, mais respecte au mieux et avec équilibre leurs différentes intentions. Il est l'œuvre de ceux qui savaient que la France avait besoin urgent d'un budget pour faire face au poids écrasant de la dette, pour œuvrer à plus de justice sociale et de solidarité, sans jamais sacrifier l'efficacité économique qui en est la clé de voûte, pour continuer à faire face aux urgences de santé, aux urgences d'éducation ou aux urgences climatiques. Et je veux ici saluer le choix du Parti socialiste et du groupe socialiste et apparentés d'éviter la politique du pire et d'être du camp des bâtisseurs. Je sais, et nous savons plus que d'autres sans doute au mouvement démocrate, ce que c'est que s'affranchir. On y gagne toujours sur le long terme et plus encore quand cela sert l'intérêt général. Et je sais également, parce que
Vous êtes libre, vous demeurez dans l'opposition. Et nous avons besoin de l'expression d'une gauche forte, de conviction, d'opposition, mais aussi capable de prendre ses responsabilités comme elle a su le faire dans son histoire. Au groupe Les Démocrates, nous n'avons jamais considéré que l'existence d'un espace central, d'un centre fort, devait être synonyme de disparition de la gauche et de la droite. Nous n'avons jamais cru à la négation de clivages ou de désaccords légitimes. Sinon, nous risquerions de laisser la place aux plus radicaux de chaque camp. Et nous sommes majoritaires dans cette Assemblée pour refuser la domination des extrêmes. Et c'est d'ailleurs sans doute la seule majorité certaine dans cette Assemblée. Nous pensons simplement depuis toujours qu'il est possible d'assumer pleinement des désaccords et d'assumer pleinement de dépasser certaines de nos différences pour avancer sur l'essentiel. Et il s'agit du choix crucial que vous faites aujourd'hui en préférant doter la France d'un budget pour faire pièce au désordre et au chaos. J'espère, et j'en suis convaincu même, que nous saurons encore nous rassembler au-delà de nos différences, de nos divergences, sur les sujets de l'Europe, de la justice fiscale, de notre modèle social, de la compétitivité ou de la réindustrialisation à poursuivre, ou de la lutte contre le changement climatique. Et je voudrais saluer dans le même mouvement ceux qui, participant, eux, et ayant fait ce choix au gouvernement, ont accepté ces dialogues et ont parfois, eux aussi, renoncé à ce qui était une partie importante de leurs attentes. Nous aussi, nous avons dû accepter et prendre de notre part au mouvement démocrate, dans les groupes EPR, Horizon et les Républicains. Et nous n'étions pas non plus d'accord sur tout, mais nous l'avons accepté pour rendre possible, parce qu'il était nécessaire, ce compromis. Il fallait que chacun fasse des pas, chacun a su les faire, et je voudrais les en remercier. Mais ce budget ne porte pas simplement qu'une idée de la démocratie. Il permet aussi, et très concrètement, d'offrir au pays les premiers pas de la stabilité qu'il attendait. Je parle de la stabilité et de la visibilité qu'attendaient l'ensemble des acteurs qui font vivre la France, qui investissent, participent au dynamisme économique, qui sont porteurs de solidarité, de solutions et d'avenir. Et je pense à nos entreprises, à nos acteurs associatifs ou à nos collectivités territoriales. Ils nous le disaient tous les jours, ils nous le disent tous les jours, ils l'exigent même. Je pense à notre jeunesse aussi, parce que chaque seconde d'inaction contre l'endettement ou l'urgence climatique alourdit le fardeau que nous léguons aux générations futures. N'est-ce pas la première des injustices, sinon la pire des fautes morales? Je pense à notre nation tout entière, qui, prise dans les tourments de l'instabilité, montrerait en Europe et dans un monde brutal toute sa vulnérabilité. Nos divisions, notre incapacité à nous écouter, nous entendre, nous unir parfois, seraient autant de coups de boutoir que nous porterions nous-mêmes à notre souveraineté, que nous abandonnerions à d'autres puissances, qu'elles soient financières ou étrangères. Au fond, le chaos, c'est l'espoir de ceux qui veulent affaiblir la France, parce qu'ils comptent faire prospérer leur commerce électoral sur la faiblesse de la France. Enfin, dernier élément que je voudrais souligner sur ce budget, il porte des avancées, n'en déplaise à celles et ceux qui lui préfèrent la censure. Je pense à la réduction des déficits publics, qui sans rien faire aurait bondi à 7%, et que nous pouvons désormais réduire à 5,4%. L'exécution de ce budget sera difficile, mais ce virage est pris et son coût sera toujours infiniment moins douloureux que celui d'une sortie de route. Je pense aux avancées tant attendues qu'il contient pour notre agriculture, avec le soutien à l'élevage, à la transmission et à l'installation, à l'amélioration du système de retraite ou les moyens des chambres d'agriculture. Je pense aux moyens supplémentaires pour notre justice, pour notre sécurité, pour notre défense, à ceux dédiés à notre école, à Mayotte, afin de faire face aux drames que traverse l'île ou pour faire face aux besoins de Nouvelle-Calédonie. Je pense aux avancées sur notre politique du logement, secteur essentiel pour notre dynamique économique, mais aussi pour notre modèle social que notre groupe défend sans relâche. Je pense à des sujets aussi essentiels que la justice fiscale, car nos débats l'ont montré, il y a des consensus possibles sur ces enjeux, en particulier sur la lutte contre les rentes et l'optimisation fiscale. Et en faisant cette liste non exhaustive, je le dis devant notre Assemblée, la stabilité institutionnelle, économique, sociale ne peut pas se réduire au seul vote d'un budget. Les politiques publiques, tout le monde le sait, pour produire leurs effets, ont besoin de stabilité.
Et nous attendons, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement s'engage dans le sillon tracé ensemble avec le Parlement dans les semaines qui viennent. Il nous faut continuer à œuvrer utilement au service de la France, car les défis sont colossaux. Le premier est de faire vivre pleinement les prémices de cette culture de concertation portée par votre gouvernement et le Parlement, et qui aura permis, je l'espère, l'adoption de ce budget. Cela suppose que nous astreignions à des principes d'action simples, penser le temps long selon une logique de programmation et une logique de pluriannualité pour partager les trajectoires de long terme et pas seulement les impasses, cesser de considérer que légiférer est la réponse à tout, parce qu'il faut le dire, il s'agit parfois de gesticulation et d'autant de temps que nous ne mettons pas à profit pour simplement appliquer les lois que nous votons dans cette Assemblée et pour éviter d'en évaluer les effets. Encourager la logique, enfin, de contractualisation et la discussion à l'échelon pertinent selon le principe simple de la subsidiarité. Deuxième enjeu majeur auquel il faut nous atteler, celui de l'organisation et de l'efficacité de l'État. Cela passe par trois chantiers à mener sans délai. Le premier concerne les opérateurs et les agences de l'État. Jamais vous n'entendrez de ma part de la mise au pilori de telle ou telle structure. Jamais. C'est d'ailleurs souvent le meilleur moyen de ne rien changer que de procéder par oukase. Nous venons d'ailleurs de le voir. Il y a, à notre sens, trois enjeux en ce domaine. D'abord, la gouvernance. Monsieur le Premier ministre, aucun opérateur, aucune agence ne peut et ne doit plus jamais fonctionner en autonomie ou en silo des autres acteurs publics, sauf à accepter encore que la parole publique perde de sa crédibilité. L'autorité de la décision publique ne peut être diluée ou remise en cause et elles ne peuvent pas plus échapper au contrôle démocratique. L'État ne doit parler que d'une seule voix et faire respecter ses lignes directrices par ses agences et ses opérateurs. Deuxième enjeu, celui de l'allègement des normes. Nous considérons, au groupe Les Démocrates, que ces acteurs ne peuvent pas créer leurs propres normes, leurs propres règles, leurs propres contraintes, en alourdissant toujours plus la charge administrative. Troisième enjeu, celui de l'adéquation entre les missions prioritaires de l'État et l'efficacité de la dépense publique, qui devra être recherchée aussi pour les opérateurs et pour les agences, comme on s'y astreint pour les administrations centrales et territoriales. Le deuxième chantier concerne l'articulation des interventions de l'État et des collectivités locales. Je crois que ces dernières doivent être encouragées par la contractualisation à ajuster leurs dépenses et qu'il faudra un jour envisager de refonder enfin le schéma de nos ressources locales tant elles paraissent désormais obsolètes. Le troisième et dernier chantier, majeur en tout cas, qui est devant nous est celui de la réforme structurelle de notre modèle social, avec un objectif que nous parions tous partager, celui d'une solidarité, modèle unique au monde sans doute, qui soit durable et donc qui soit soutenable dans la durée. Sinon, ce sont les plus fragiles qui en pâtiront. C'est pour cela que notre groupe défend une vision de programmation pluriannuelle en santé, mais aussi un débat sincère et lucide sur l'avenir de notre système de retraite par répartition. Pour cela, nous pensons que la question des retraites doit être abordée de manière globale et ne peut être déliée de celle de la démographie, des inégalités entre les hommes et les femmes, ou encore du rapport nouveau de travail auquel aspirent de nombreux Français. Qu'il faut que nous partagions enfin un constat objectif sur la situation actuelle de notre système. L'organisation d'un débat au Parlement à la suite des conclusions de la mission menée par la Cour des comptes pourrait le permettre. Monsieur le Premier ministre, si, comme notre groupe l'espère et comme celles et ceux qui ont pris le risque du compromis, parce que le compromis c'est un risque, le permettent et que ce budget est adopté, les défis à relever pour rattraper le retard pris sont immenses. Nous pensons et nous savons que nous avons avec vous la conviction en partage selon laquelle la difficulté des temps ne peut être prétexte à l'inaction. Que cette difficulté, au contraire, commande le courage d'agir et qu'elle commande le courage de servir l'intérêt général. Et parce que les Français nous le demandent, qu'elle commande de sortir du chaos. Notre groupe continuera donc de s'engager dans cette voie sans relâche, résolument, pour permettre, par le dialogue démocrate et républicain, avec toutes celles et ceux qui feront de même en ne pensant qu'à l'avenir de pays, d'ouvrir un nouveau chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.